96.9. On a décidé donc d'inviter notre doc, Michael Bensoussan, pour en jaser avec nous. Alors, l'alcoolisme, est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est génétique, docteur? Est-ce que c'est une maladie? Évidemment que c'est une maladie. C'est un trouble médical à part entière. Je voudrais tout de suite qu'on mette quelque chose au clair. Il n'y a pas de honte à ça, il n'y a pas de culpabilité, il y a quelque chose qui empêche une bonne prise en charge de l'alcoolisme. C'est justement ce côté-là que c'est quelque chose, tu sais, de honteux, de caché, que l'entourage n'ose pas parler. Qu'on nomme mal. Qu'on nomme mal, exactement. Alors, il faut tout de suite mettre ça à plat. L'alcoolisme, ça touche tout le monde, ça touche toutes les couches de la société, ça touche les riches comme les pauvres, les citadins comme les ruraux. Et l'alcoolisme est à ce point un majeur problème de santé publique au Canada et au Québec qu'il faut absolument qu'on en parle parce que regardez, on a parlé de la crise du fentanyl parce qu'on en parle énormément dans les journaux. La crise du fentanyl qui a fait un certain nombre de morts, qui fait plus de morts que la mortalité routière comme telle. Mais là, on est en train de parler de l'alcoolisme. L'alcoolisme, évidemment, comme tu l'as dit tantôt, nous autres, à l'hôpital, les travailleurs de santé, les médecins, on est extraordinairement exposés à ça. Moi aussi, en tant que gastro-entérologue, puisque une des conséquences de l'alcoolisme, ça va être des troubles sur le foie, ça va être les hépatites, la cirrhose. Mais t'es le dernier maillon voilà, là-dedans, des troubles. Là. Donc, on a évidemment beaucoup de patients qui sont avec leur cirrhose à l'hôpital. Les gens qui avaient regardé la série De Garde 24/7 avaient vu qu'on s'occupe de gens qui sont parfois très jeunes et qui vivent un drame absolu avec ça. Donc, ça fait des morts aussi. Et donc, ça fait 10 fois plus de morts que le fentanyl. Oh my. Donc, est-ce que vous avez l'impression qu'on parle de l'alcool 10 fois plus que ce qu'on parle du fentanyl ou 30 fois plus que ce qu'on parle de la mortalité routière parce que les chiffres sont là? Je ne pense pas. On est en train de parler de quelque chose qui coûte au Canada 18 milliards de dollars par an. Parce que troubles reliés à l'alcool. Tu sais, on parlait de la presse tout à l'heure, on parlait de nos auditeurs qui sont très sacoches de savoir où partent leurs impôts et où partent l'argent qu'ils cotisent. Alors là, je vous le dis, ça coûte 18 milliards de dollars par an au Canada de gérer en santé et en socialité les problèmes d'alcoolisme. 18 milliards? 18 milliards. Donc, ça va de la perte de productivité d'une entreprise, c'est comptabilisé là-dedans, l'absentéisme, jusqu'à le traitement direct par l'hôpital, le médecin. L'accidentologie routière, les problèmes, alors les maladies que donne l'alcoolisme, parce que tu me disais, est-ce qu'il y a ça donne des problèmes de santé? Alors évidemment, on parlait tantôt de la cirrhose, qui est donc ultimement une atteinte du foie et une hépatite, c'est-à-dire une atteinte du foie, parce que le foie, c'est l'usine chimique du corps. Ça draine et ça filtre toutes les substances chimiques qu'on met dans notre corps, y compris l'alcool. Donc, quelle que soit la substance chimique dont on abuse, le foie, au bout d'un moment, a du mal à traiter ça et devient inflammé. Ça s'appelle une hépatite. Le foie, il cicatrise, mais au bout d'un moment, à force de cicatriser, cette cicatrisation ne peut plus revenir en arrière. Le foie devient tout dur comme une grosse cicatrice. Ça s'appelle une cirrhose. Et quand le foie, il est tout dur et qu'il y a une cirrhose, le foie ne peut plus faire sa job. On a une insuffisance hépatique. Et là, les troubles et les vrais problèmes de santé commencent. Donc, tu affirmes que c'est une maladie, c'est reconnu comme tel, mais qu'est-ce que tu réponds aux gens, puis on a eu plusieurs personnes qui nous écrivaient ça sur la messagerie texte, aux gens qui disent de dire que c'est une maladie, c'est de positionner les gens en victime. Donc, c'est difficile à partir de ce moment-là d'avoir un souffle pour se guérir ou... À l'inverse, quelqu'un qui réussit à s'en sortir, ça lui enlève du mérite. C'est juste qu'il a soigné sa maladie. Il n'a pas par lui-même réussi à combattre une addiction. Oui, je comprends ce que tu dis, mais tu vois, c'est les mêmes problèmes, si tu veux, par rapport au tabagisme. Est-ce qu'on doit moins, tu vois, s'occuper de quelqu'un qui a des problèmes liés au tabagisme parce que finalement, il a fumé des années ou toute sa vie et que finalement, il est partiellement responsable? Alors, quand on va dans ce raisonnement-là, est-ce qu'on doit moins s'occuper dans un accident de la route de celui qui est responsable de l'accident que celui qui n'est pas responsable de l'accident? Vous voyez, moi j'ai une vision de médecin là-dessus, quelqu'un qui a fait le serment de s'occuper de tout le monde. Donc dire que c'est une maladie et s'occuper de la personne-là, c'est complètement enlever, si tu veux, ce problème de qui est victime, qui est coupable, etc. C'est juste dire, c'est un problème de santé, il faut enlever la culpabilité, il faut s'occuper de ça. Parce que, on en parlera probablement dans quelques minutes, mais les gens qui ont un problème d'alcoolisme, en premier, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont un gros problème à l'avouer, à le réaliser, à le verbaliser. Il y a un déni avec ça. Mais justement, je veux savoir comment nous, les proches, on peut
faire pour détecter cet alcoolisme-là? Et qu'est-ce que c'est l'alcoolisme? Si quelqu'un arrive à la maison et prend sa bouteille de vin, rien de gros, 2 verres, pour s'apaiser de sa journée de travail, mais tous les soirs, est-ce qu'il est ou elle est alcoolique? Au retour de donc, notre circulation. Oui. Lance donc Michel Harvey, Michael. Michel, est-ce qu'avant de faire la circulation, tu as bu? Non. 96.9. Michael, on parle alcoolisme ce matin. Patrice t'a lancé avec une question, mais il y avait une sous-question à laquelle on veut une réponse quand même rapide. Est-ce que c'est génétique d'être alcoolique? C'est génétique partiellement. On n'a pas identifié le gène de l'alcool, mais on sait que dans les familles où il y a clairement des problèmes d'alcool, on a dans les études scientifiques très clairement un sur-risque de devenir alcoolique. Après, à contrario, il y a des études qui ont étudié le devenir d'alcoolisme c'est chez des vrais jumeaux qui ont donc un patrimoine génétique qui est strictement identique. le même. Et il y en a qui deviennent alcooliques parce qu'ils avaient ce facteur de risque et d'autres qui ne le deviennent pas. Donc, on n'a pas identifié le gène, mais on pense qu'il y a une prédisposition génétique qui compte là-dedans. Mais ce qui compte le plus, et c'est ça que prouvent les études sur les jumeaux, c'est les facteurs environnementaux, c'est-à-dire l'influence que va avoir l'entourage sur soi, et puis, si tu veux, les accidents de la vie qui peuvent faire basculer quelqu'un dans l'alcoolisme, la perte d'un travail, la perte d'un proche, une dépression ou la saison du Canadien. Mais comment on fait pour détecter l'alcoolisme chez soi ou chez les autres? Et je te redonne l'exemple, quelqu'un qui prend son verre de vin ou sa bouteille de vin en couple, donc un 2 verres quotidiennement pour s'apaiser de sa journée, pour s'enlever les soucis du quotidien. Est-ce qu'on parle là d'alcoolisme? Alors, il faut pas que tout le monde s'inquiète. C'est vrai que quand on demande aux gens, il y a 80% des gens qui boivent de l'alcool, tu sais, un peu mondain comme tout le monde, etc. 20% des gens donc qui ne touchent jamais l'alcool. Mais parmi les gens qui boivent de l'alcool, il y a environ 20% des gens qui eux-mêmes se considèrent comme des buveurs excessifs. Bon, il y a une définition OMS de c'est quoi boire de l'alcool excessivement? C'est au moins une fois par semaine boire 4 verres one shot pour une fille, 5 verres pour un garçon, et faire ça chaque semaine de l'année, une semaine par mois, et de faire ça toute l'année. Donc si on va à boire 5 verres au moins une fois par semaine, au moins chaque mois, pendant toute une année, on est un buveur excessif. C'est une habitude de consommation. Voilà. Alors, oui. il ne faut pas oublier que l'alcool, ça c'est la définition. Il ne faut pas oublier que l'alcool, c'est quelque chose qui rend extraordinairement dépendant. Donc non, on n'est évidemment pas alcoolique quand on se boit un petit remontant ou un petit fort 3-4 fois par semaine, etc. Mais si on commence à boire tous les jours en rentrant du job, si on commence à en boire des forts plutôt 2, parce que ça fait longtemps qu'on en boit 1, et puis pour avoir le même effet, maintenant, il en faut 2. Peut-être même qu'il en faut 3. C'est là qu'on rentre dans le phénomène de drogue. Vous savez, on s'est souvent dit que l'alcool a toujours été dans le top 5 des substances qui rendent dépendants, au même titre que l'héroïne, le crack et les drogues dures. Et dans le phénomène de dépendance, il y a une définition médicale qui est le phénomène de tolérance, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus il faut avoir des doses supérieures pour avoir le même effet. L'alcool fait ça. Donc, quand on voit dans son entourage, et tu as raison de le signaler, Patrice, parce que le rôle de l'entourage là-dedans, pour faire réaliser aux gens qu'il y a potentiellement un problème relationnel avec l'alcool, le rôle de l'entourage, il est absolument majeur. Quand on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a besoin de plus en plus de doses d'alcool, quand on se rend compte qu'il y a des cravings de plus en plus, c'est-à-dire vous avez quelqu'un dans votre entourage, s'il n'a pas sa bière, sa shot, ça va pas aller. Et là où c'est très malin, le mois sans alcool, c'est qu'un signe vraiment majeur qu'on est dépendant à l'alcool, c'est que la perspective d'avoir quelques jours sans alcool est juste absolument intolérable, ou vous avez en face de vous quelqu'un qui, pendant ce mois sans alcool, ça, il y en a plein, est pas capable. Il y en a plein, Michael, qui ont dit capable. tu fous un mois? Alors, une semaine, mon Dieu, ça fait une semaine, je n'ai pas pris, puis ils sont... Alors ça, c'est un signe tangible. Je ne dis pas qu'on est alcoolique. Je dis qu'on commence à avoir un problème relationnel avec cette substance extraordinairement génératrice de dépendance qu'est l'alcool. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a aussi les gens qui cachent les bouteilles. Les gens à qui vous voulez parler, les bouteilles vides, tu sais, parce que la honte et la culpabilité viennent pogner. Ça, c'est un signe tangible qu'il y a un problème relationnel avec l'alcool. Les gens qui minorent leur consommation, quand vous dites « Hey, slack ça un peu, me semble que tu bois de plus en plus », ça, c'est un vrai problème. Écoutez, si vous voulez évaluer, mes chers auditeurs, si quelqu'un dans votre entourage ou si vous-même avez un problème avec l'alcool,
Il y a le site d'Éducalcool qu'on va vous mettre sur le Facebook tantôt, educalcool.qc.ca, qui explique ça très bien. Et il y a une échelle aussi où vous pouvez calculer votre dépendance à l'alcool sur toxquebec.com. Vous cliquez sur ce petit questionnaire, c'est 15 ou 20 questions, et ça va tout de suite vous dire si vous êtes dans un problème de dépendance ou pas. Tox, tu l'écris comment? TOX Québec, en Parfait. un mot, toxquebec.com. Donc, l'entourage, c'est vraiment très important parce que les gens qui, comme on le disait tantôt, Patrice, qui ont potentiellement un problème avec l'alcool, ils vont avoir de la difficulté à l'avouer. Et ça sert à rien d'aller à l'affrontement. Non. Ce qu'il faut y aller, c'est petit à petit, pas à pas, en parler, tu vois, pour casser cette barrière-là du déni. Pas de C'est tabou. Pas de tabou, et c'est que à force que les gens se sentent aimés et ne se sentent pas jugés, qui vont pouvoir parler avec vous et dire « Ok, on va aller voir le docteur, on va aller consulter en addictologie, parce qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose là-dedans. » Et il y a Alexandre sur notre messagerie texte qui mentionne aussi pour les proches les fameuses fraternités anonymes, que ce soit Al-Anon, Alcoolique Anonyme et tous les Mais autres. ça, c'est quand on est rendu plus loin dans la démarche, c'est-à-dire Mais ne que le serait-ce que pour aller chercher diagnostic de l'aide est fait, et qu'on a, des- voilà, et qu'on a cassé ce déni dont on parle et qu'on a avoué « Ok, j'ai un problème avec l'alcool ». Michael, merci infiniment. Merci. On aurait pu continuer, mais malheureusement, le temps nous manque. Michael Bensoussan, doc, de son état, qui est venu nous parler d'alcoolisme ce matin encore. Oui, ce sera disponible sur le Facebook de C'est quoi? Parce que à chaque fois que Michael vient, est-ce que ça va être disponible à quelque part? C'est toujours les chroniques de Il Michael. faudrait qu'il arrête de nous le demander, d'ailleurs. À chaque fois, comme est-ce que ma chronique va être disponible sur Facebook? En semaine, dès 5h25. 96.9.